Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette keynote sur le thème de la responsabilité, comme le reste de nos interventions, mais sur le Zoom, sur le sujet du cloud responsable. Le cloud, une partie importante de l'économie européenne désormais. Donc avec nous aujourd'hui, Sylvain Rory d'OVH Cloud. Bonjour. Fabrice de Suez. Bonjour. Patrice Valado de Suez. Et Sébastien Roparts de KPMG Technologies. Bonjour à tous. Alors, dans nos échanges préliminaires, et je laisserai chacun compléter, on a abordé le thème de la responsabilité du cloud. La responsabilité du cloud, c'est un thème qui est complexe, qui est large, qui est profond. Quelques thèmes sont intervenus, sont apparus comme premiers éléments. Le sujet de la souveraineté, qui est un thème qui, depuis quelques mois, anime les experts, les politiques et voire le grand public. Le sujet de la sécurité dans l'usage des données, le sujet de l'éco-responsabilité également. Peut-être chacun avec des angles différents. Sylvain comme provider, Patrice à la fois comme utilisateur, mais aussi serviteur de tes clients. Est-ce que déjà sur ces thèmes-là, vous pouvez clarifier, compléter, puis on aborde chacune des dimensions? Alors, pour nous, effectivement, la responsabilité, il y a trois sujets. La sécurité, puisque quelque part, c'est nous confier ou confier à un opérateur cloud ces données. Donc, il y a un vrai sujet de sécurité. Il y a aussi des sujets plus importants. On a parlé de souveraineté. Donc, la souveraineté, c'est peut-être l'expression maximum de la notion de confiance. Puisque, effectivement, avec le cloud, se sont développées énormément d'offres d'accessibilité à des services digitaux qui facilite la vie des citoyens, des organisations, des entreprises, mais se fait aussi parfois au détriment d'une maîtrise de cette technologie. Et donc, dans ce domaine de la responsabilité du cloud, en tant qu'opérateur cloud, il est important de pouvoir donner toutes les clés aux entreprises qui nous confient leurs données et nous demandent de leur fournir la matière première de la technologie, les clés pour qu'ils dominent la technologie et ne la subissent pas. Et puis enfin, tu l'as mentionné, cette notion d'éco-responsabilité qui est quelque chose qui est croissant. Il y a aujourd'hui une pensée qui se répand que la technologie n'est pas forcément compatible avec plus d'éco-responsabilité. En tout cas, nous, on essaie de démontrer le contraire avec tout un tas d'initiatives qui en fait nous suivent depuis le début de la société il y a plus de 20 ans, qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'air conditionné dans nos data centers pour refroidir les serveurs. Nous avons une économie circulaire depuis le premier jour. Alors la famille Klaba l'a mis en place non pas pour être éco-responsable, je m'excuse, c'était simplement pour être frugal en tant qu'entrepreneur à une start-up au départ. C'était beaucoup plus simple de recycler les composants, de faire travailler les fournisseurs locaux, de former même les gens en local. Donc tous ces sujets-là qui accompagnent la société depuis le début, finalement aujourd'hui prennent une dimension très importante au moment où nous sommes effectivement devenus un fournisseur global. Et alors, vu de Suez, un acteur responsable dans sa mission principale. Alors, le point de la responsabilité vis-à-vis de l'environnement est forcément au cœur de nos préoccupations. On ne peut pas avoir une mission et une raison d'être tournée vers la maîtrise de l'environnement, la préservation de l'environnement et finalement faire fi de ces contraintes, même dans nos choix de stack technologique, de fournisseurs. Donc c'est central dans nos choix aujourd'hui, c'est clair. Il y a un deuxième point que je voulais peut-être ajouter. Dans l'aspect responsabilité, il y a un côté résilience également avec le cloud. La dernière année et demie qu'on vient de vivre a montré que avoir des environnements qui sont résilients, qui sont stables, qui sont scalables aux besoins, et je pense que ça fait partie de l'ADN des stratégies cloud, c'est aussi un point important. Merci. Alors, autour de ce thème, on a beaucoup parlé de souveraineté. Quand on évoque le sujet de la souveraineté rapidement, on sombre sur des sujets qui sont très technologiques. Il y a des sujets européens, des sujets technologiques, et plus particulièrement, on pense systématiquement au sujet d'infrastructure, donc toute la partie IaaS, mais assez peu à la partie PaaS, qui parfois est un peu plus complexe. Je pense que ça serait intéressant de vous entendre sur ces sujets-là, sur la problématique plus générale que ça peut poser quand on se projette à 4-5 ans, c'est-à-dire on a une situation aujourd'hui avec beaucoup de demandes,
et puis une problématique, sans doute une problématique d'écosystème. Alors, si on définit la souveraineté numérique au global, on va distinguer 2 points. On va distinguer, alors pour notre part, on distinguera toujours la souveraineté des données et puis la souveraineté technologique sont plutôt les moyens de servir cette donnée. Dans la souveraineté des données, le mouvement qui a pris de l'ampleur et qui maintenant même se formalise au niveau réglementaire, c'est de faire aucun compromis avec l'ADN européen sur le RGPD. Ça, c'est très clair. Le deuxième point qui est important, c'est aussi de s'affranchir d'une forme d'extraterritorialité sur l'accès de ces données. Il y a une forme de réglementation qui va bien au-delà de la réglementation de chacun des pays. Quand, avec le Cloud Act, vous pouvez accéder aux données qui sont hébergées en France, en Allemagne, en Italie, et quand bien même vous n'avez aucune relation directement avec ces sociétés-là. Donc la souveraineté de la donnée, je crois que c'est un des points très importants et fondateurs du RGPD européen. Le faire appliquer strictement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est important au niveau de la souveraineté au global. La souveraineté technologique, c'est plus complexe. Pourquoi? Parce que je pense que les citoyens, les organisations, les entreprises travaillent avec des outils depuis de nombreuses années déjà. Et ces outils ont grandi, se sont développés, ont des avantages qui se sont faits sur des bases de souveraineté ou en tout cas de ressources nord-américaines, asiatiques. Et parfois, ces ressources-là, aujourd'hui, avec ce problème du RGPD, remettent en cause la manière dont on les utilise. Donc, il faut trouver comment on peut faire coexister ces mondes. Et l'une des approches qui a été confirmée par la stratégie du gouvernement français au niveau du cloud de confiance, l'une des approches, c'est de sortir ces applicatifs de leurs racines originelles pour pouvoir les porter sur un cloud, un opérateur cloud qui, lui, est souverain et garant de cette souveraineté des données. Quand on arrive à faire ça, ce qui n'est pas évident, ce qui est très compliqué, mais si on arrive à le faire ça, alors on peut effectivement avoir le meilleur du monde. On peut effectivement accéder à des fonctionnalités d'un opérateur logiciel, applicatif, reconnu, qu'on utilise depuis des années, mais en ayant le contrôle sur notre donnée. Donc ça, si vous voulez, c'est assez intéressant. Donc, quand on parle de souveraineté numérique, c'est pour ça que nous, on distingue technologique, donc quels sont les outils, et puis les données. Il ne faut faire aucun compromis sur les données. Je pense qu'il en va de l'avenir quand même aussi, et de la possibilité pour l'Europe d'émerger en tant que région forte de la technologie. Et puis ensuite, quand même, composer avec l'historique et le legacy qu'il y a dans toutes les grandes entreprises, qui est quand même assez important. On parle de données, on parle d'outils, mais quand justement on aborde la problématique outils, ça sous-entend des outils qui doivent être maintenus, c'est des compétences nord-américaines, des équipes nord-américaines. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? C'est là que c'est très important, effectivement, d'être très précis quand on dit « je déracine un applicatif pour le porter sur un cloud souverain ». Ça demande un effort colossal de l'éditeur software. Et pour tout vous dire, chez OVH, donc, on le sait, c'est public, il y a eu des accords faits avec des éditeurs logiciels qui ont accepté de faire ces efforts-là. Il y en a d'autres avec qui on discute, mais il y en a aussi d'autres qui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas. C'est tellement compliqué quand vous avez fait grandir quelque chose, c'est comme un arbre, vous l'avez fait grandir tellement haut que le déraciner, ça devient compliqué. Eh bien, il y a un peu de ça. Il y a des entreprises qui sont prêtes à faire ce travail, cet effort, et ça c'est déjà formidable. Le deuxième point qui est important, c'est qu'une fois qu'on a déraciné, il faut effectivement transmettre, collaborer pour que les collaborateurs qui sont l'opérateur de cet outil en manière souveraine apprennent des éditeurs pour pouvoir être en situation de mettre à jour, maintenir, et que tout cela se fasse dans le respect de la souveraineté européenne. C'est pour ça qu'il faut comprendre que ces notions qui ont été évoquées par le gouvernement autour du licensing sont très intéressantes, mais il y aura en plus de la création de valeur pour l'Europe. Et l'Europe va apprendre de ça. Et si l'Europe peut apprendre de ça, et en plus continuer à développer ses propres solutions, et en plus continuer à développer notamment à partir de l'open source, alors on est en train de créer une plateforme en Europe qui, à mon avis, pourra réellement exister et être dominante aussi sur son propre marché. En tout cas, je pense que vu de... Alors, j'ai une casquette un peu étrange parce que je suis effectivement utilisateur de solutions, fournisseur de solutions pour les BU. Les BU, par exemple, sur le territoire français, sont elles également en prise à des demandes des collectivités, notamment autour du cloud souverain. Donc je suis un peu pris entre deux feux. La notion d'écosystème, pour moi, est absolument clé dans toutes ces questions-là, parce qu'il y a certes un affichage politique. La réalité aujourd'hui, c'est que sur des thématiques au hasard, la cybersécurité, les leaders,
ils sont de l'autre côté de l'Atlantique sur des solutions type IaaS, PaaS plutôt. Et donc, du coup, le déracinement dont on parlait, techniquement, il est en fait quasiment impossible techniquement. Et d'un point de vue stratégique, les fournisseurs, ils ne veulent pas perdre leur coup d'avance. Donc, cette notion d'écosystème, pour moi, est vraiment la question centrale. S'il n'y a pas d'écosystème et si l'Europe ne permet pas l'éclosion d'un écosystème, je crois je crains qu'à un moment donné, on reste un peu à l'état des bonnes paroles, des bonnes intentions, mais qu'on ait du mal à passer à l'exécution. Côté client, puisque Suez, c'est aussi beaucoup de clients, ce sujet de la souveraineté, comment il est perçu, appréhendé, exigé, incompris? Alors, je vais distinguer deux types de clients. Le client final, celui qui reçoit son eau, à qui on ramasse les déchets, bon, lui, c'est transparent et pour moi, il n'y a pas trop de sujets. Par contre, dans les collectivités, le degré de maturité et de compréhension est très hétérogène. D'ailleurs, ce ne sont pas les plus gros qui comprennent le mieux. Et il y a un véritable enjeu parce que du coup, comme sur d'autres thématiques, finalement, les croyances prennent le pas sur le factuel. Alors, sur le RGPD, je pense qu'on a vraiment atteint maintenant un niveau de maturité qui fait qu'on peut avoir des discussions sereines et on sait parler de où sont les données, comment sont segmentées les données. Le cran d'après est plus compliqué à expliquer. Par exemple, quand vous déployez des solutions de protection, et justement pour éviter ces fuites de données, quand ces solutions tournent dans le cloud, vous êtes amené à répondre à des questions où vous avez un petit moment de solitude, parce que vous comprenez que la forme de la question montre que ceux qui imposent, ceux qui presque voudraient réglementer, ne comprennent pas. Et il faut tous avoir en tête les questions qu'il y a eu il y a quelques mois au Congrès américain, autour de Facebook et de WhatsApp et de l'impression des WhatsApp. Des fois, on a un peu ce genre de questions. Et là, on se rend compte que voilà, il y a de l'éducation à faire, Alors, bonne transition pour le second thème qui avait été évoqué sur le sujet de la responsabilité dans le cloud. La question de l'usage des données, au-delà des données elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mal appréhendé, mal contractualisé aussi, on pourrait le dire, parce qu'il y a souvent des conditions d'usage qui font que les données sont propriété des clients, mais l'intelligence peut être exploitée au-delà du client lui-même. Là-dessus, qu'avez-vous vu comme bonnes et mauvaises pratiques? Quels sont les guidelines qu'il pourrait y avoir pour aller vers plus de responsabilité sur ces sujets? Moi, je ne prendrai pas les parties sur les bonnes et mauvaises, parce qu'on va m'accuser de favoritisme, mais je vous laisserai donc, je vous renverrai à toutes les communiqués de presse auxquels vous pouvez avoir accès facilement. Donc en termes de bonnes pratiques, par contre, je pense qu'aujourd'hui, il est illusoire pour une société qui se projette dans une transformation digitale pour aller chercher la promesse du cloud. Il est illusoire de s'y projeter sans avoir un schéma très très clair de ces données. Et je pense que, j'imagine, c'est quelque chose sur lequel vous avez énormément de valeur à ajouter pour les accompagner, ces entreprises. Je pense que les entreprises aujourd'hui sont perdues pour essayer de faire une cartographie de j'ai des données, mais qui est-ce que de l'ordre de critique? Qui est-ce qui est de l'ordre de la donnée transactionnelle? Qui est-ce qui est de l'ordre de OK, c'est important mais pas critique? Voilà. Il faut qu'il y ait cette cartographie. C'est hyper important. Si on n'a pas cette lecture, je pense que derrière, les décisions qui sont prises sont des décisions qui seront incertaines et on va subir les choses. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est d'être une société de services qui processe de la donnée personnelle et de s'être ancré dans un système qui fait que finalement, aujourd'hui, on est hors la loi. Ça c'est le pire qui peut arriver. Et donc, si on fait ce travail en amont de comprendre quelle est l'importance de ma donnée et de savoir que, bon, alors ça, je ne peux pas trop jouer avec, ça, c'est OK, c'est transactionnel ou quoi, et bien à ce moment-là, on peut se projeter dans un cloud qui sera multiple. On pourra aller voir tout un tas de fournisseurs, qu'ils soient chinois, américains, français, en toute confiance et en comprenant exactement quels sont les tenants et les aboutissants des choix qu'on fera en transformation. Je pense que
le volume de données, de data qu'on gère aujourd'hui, qu'on collecte, fait qu'effectivement, dans beaucoup d'entreprises, et je pense qu'on en fait partie, il y a un moment donné, être capable et être en mesure à tout instant de savoir quelles sont les données absolument clés, celles qu'on veut absolument pas partager, celles qui sont finalement transitoires, et puis si à un moment donné elles sont utilisées, c'est pas très grave. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. En tout cas, comme on est dans une vague d'apprentissage, c'est vraiment très difficile d'avoir cette classification qui évolue avec le temps. Et donc moi, une sorte de guidelines qu'on essaye de partager, c'est de se dire, comme il est assez illusoire d'être en mesure de cartographier de façon exhaustive et précise l'ensemble des données, soyons un petit peu, le mot est peut-être un peu fort, mais un peu parano. J'entends des fois des fournisseurs m'expliquant qu'on peut anonymiser les données, et puis du coup, c'est magique. Sauf que j'entends également des fournisseurs qui sont capables de, entre guillemets, faire tourner des algorithmes qui permettent de désanonymiser ces données. Donc soyons un petit peu parano, ça nous évitera, dans cette phase d'apprentissage, quelques mauvaises surprises. Et Patrice, tu penses que cette phase d'apprentissage va durer combien de temps? Parce qu'on en parle quand même, on en a beaucoup parlé avec les sujets de cyber, on en parle beaucoup avec les sujets d'RGPD. Et donc j'ai l'impression qu'on n'arrête pas d'apprendre et qu'on a énormément de mal à stabiliser ce sujet dans les entreprises. Je considère qu'on a une vague devant nous qui est assez nouvelle en fait. On a les données classiques, clients, facturation, tout ce qui vient de l'ère d'avant, les ERP, les CRM. Il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver, en tout cas dans notre milieu industriel, qui vient des équipements industriels. L'IoT est en train d'arriver, la 5G promet une capacité de collecter et de diffuser de la donnée quasiment sans limite. Et ça, je vois ça plutôt comme une nouvelle vague sur laquelle il va falloir un peu de nouveau encore apprendre. Alors, je sais que c'est pas forcément satisfaisant parce que des fois j'ai la question, type COMEX, quand est-ce qu'on aura fini d'apprendre? Malheureusement, j'ai pas vraiment de milestone à partager à ce stade, quoi. Bon, ce qui est très bien pour les cabinets de conseil, objectivement. Mais l'autre thème qu'on souhaitait pouvoir aborder, on a parlé de souveraineté, on a parlé d'usage des données, des problématiques que ça peut poser. Quand on parle de responsabilité, on parle d'éco-responsabilité. Sujet important. Quand on est du côté acheteur, dans une firme internationale qui est totalement brandée sur ce sujet de l'éco-responsabilité, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les démarches au quotidien, les démarches d'achat, les choix de provider? Comment est-ce que ça s'est mis en œuvre? Comment ça se concrétise, Patrice? Aujourd'hui, évidemment, ça fait partie de nos critères de choix et d'achat. Ce qui, de nouveau, n'est pas forcément simple. Les gros fournisseurs de cloud, quand on leur demande leur empreinte carbone de façon détaillée, pas simplement une petite affiche, un petit prospectus commercial, on essaye de comprendre la décomposition de leur empreinte carbone, ça les oblige à ouvrir un peu les livres et ils ne sont pas forcément très enclins à partager quelques secrets. Mais très clairement, nous, aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus, parce qu'il y a des fournisseurs vertueux, ça va devenir pour nous un critère de différenciation. C'est-à-dire que ceux qui sont soit pas capables, soit ne veulent pas ouvrir les livres, quelque part, en tout cas pour nous, ils se mettront petit à petit en marge de la compétition, c'est clair. Et quand on est côté fournisseur, pour répondre en fait justement à ces attentes, donc on en a parlé, chez OVH, vous avez démarré nativement avec une démarche éco-responsable. Comment est-ce que vous arrivez en fait à fournir ces informations et à démontrer en fait cette éco-responsabilité? Nous, on continue maintenant. Effectivement, on fait un travail un peu particulier, c'est-à-dire que le travail n'est pas de se mettre à être éco-responsable. Notre travail maintenant à nous, c'est de mesurer combien on est déjà éco-responsable. Et pour que ça soit effectivement accessible. Donc effectivement, on travaille en partenariat avec tout un tas d'entités qui nous aident à en fait factuellement mesurer, auditer et rendre accessibles ces informations-là. Le deuxième point, c'est qu'on rencontre effectivement énormément de grands groupes internationaux qui mettent ce sujet assez haut dans leurs exigences à travers leurs appels d'offres. Alors nous, on en est ravis parce qu'on se sent un petit peu préparé, mais il faut aller plus loin. Et donc ce que nous faisons très concrètement, c'est qu'avec un certain nombre de nos partenaires, nous mettons en place ce qu'on appelle du DLA. Vous avez du SLA, Service Level Agreement, on va mettre du DLA,
Decarbonization Level Agreement, sur lequel c'est pas seulement de se dire OK, en 2035, je suis carbone comme ça. Non, non. On a un Service Level Agreement, on a un DLA et on se met des pénalités en face, une exigence de résultat et on est prêt, nous, à s'engager là-dessus. Vous qui êtes au cœur de ces sujets de cloud, on voit qu'aujourd'hui, côté fournisseur comme côté client, sous prétexte de l'innovation permanente, qui peut être un peu exagérée, il y a un vrai sujet de lisibilité, il y a un vrai sujet de mise en perspective. Il y a aussi un sujet que jusqu'à présent, en tout cas, les pouvoirs publics, les régulateurs ne se sont pas forcément intéressés fortement au sujet. Quelle serait, selon vous, la manière, les axes prioritaires pour clarifier les choses, que ce soit côté fournisseur, que ce soit côté client ou donneur d'ordre pour ses propres clients, dans les prochaines années? Quels sont les axes prioritaires? Patrice? Non. Je réfléchis. Sylvain. Pardon, je réfléchis, je pense que d'abord, les pouvoirs publics ont valeur d'exemple. Et donc, la France est plutôt assez en avance en fait quand on regarde en Europe. Nous sommes au bord de GaiaX et on rencontre beaucoup de personnes un peu à l'étranger. La France est plutôt en avance sur la manière dont on norme et on qualifie, on certifie pour dire voilà, c'est fléché, ça c'est souverain, c'est de confiance, c'est très bien. Ensuite, il faut donner l'exemple, c'est-à-dire que je pense que la commande publique pour l'ensemble de l'écosystème français et européen est très importante. Et ce qui a du mal à se matérialiser quand même, il faut se le dire. Ensuite, il y a un travail qui est vraiment un travail de longue haleine de nombre d'acteurs, de tout l'écosystème. Il faut que les fournisseurs SaaS se rendent beaucoup plus lisibles et qu'ils accèdent à de la transparence. Et ça, pour ça, je pense que GaiaX va apporter énormément parce qu'il va contraindre ces offres-là à être beaucoup plus lisibles pour être compatibles à des normes et des exigences de transparence. Je pense aussi que vous, votre rôle de conseil et d'accompagnement est de démystifier la complexité. Voilà. Et puis, je pense que, je m'excuse, hein, parfois ça choque un peu, mais c'est un peu comme l'alimentation. À un moment donné, il faut reprendre le contrôle. On a décidé d'arrêter de manger les plats cuisinés. On a décidé de choisir ses légumes. On a décidé d'acheter sa viande ici ou quoi. La tech, c'est pareil. La tech est arrivée et un formidable accélérateur avec énormément de choses qui sont simples à acheter, faciles à utiliser. C'est formidable. Mais aujourd'hui, on a besoin de reprendre le contrôle pour le dominer et pas le subir. Et donc, je pense qu'il y a aussi collectivement, individuellement, et vous le sentez bien chez OVH, quand on travaille chez OVH, on est un petit peu militant, il y a cet effort individuel à faire aussi, mais qui s'accompagne. Les pouvoirs publics, le conseil, nous-mêmes, l'acculturation, expliquer, démystifier, et puis avoir cette volonté de toujours comprendre ce qui se passe en dessous et qui fait quoi pour pas avoir ces surprises qu'on peut lire dans la presse à droite ou à gauche, ou ces situations d'inconfort permanent où finalement j'ai fait ce choix, je ne peux pas revenir en arrière. Je pense que le devoir d'exemplarité est clair, surtout que nous, une partie de nos donneurs d'ordre viennent de la sphère publique. Et dans ce devoir d'exemplarité, j'attends véritablement du fait scientifique, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on dépolitise un peu certaines positions et qu'on revienne un peu aux racines. La transformation ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il faut pouvoir accompagner le mouvement, il faut pouvoir effectivement faire émerger un écosystème européen. Donc c'est pareil, les mesures un peu voilà, du jour au lendemain, péremptoires, on doit faire ci, on doit faire ça. Quand vous êtes DSI d'un groupe international, vous devez jongler avec 30, 40 réglementations. Et donc il y a un moment donné, il faut aussi comprendre ces contraintes-là. On ne peut pas... Ok, le Larzac c'est important, mais on doit jongler avec les contraintes du Larzac, mais aussi de l'Australie, des US, de la Chine, pas simple. Donc il faut aussi nous laisser un petit peu de marge de manœuvre, quoi. Cette question, avant de conclure, dans un grand groupe international comme Suez, comment garder de l'agilité par rapport à toutes ces contraintes, alors que ce qu'on voit dans beaucoup de groupes internationaux, d'une certaine manière, sur les sujets de cloud, c'est compte tenu de la complexité, il y a souvent un pré-choix qui est fait. C'est-à-dire qu'on décide de mettre ses œufs dans tel ou tel panier, et pour différentes raisons, que ce soit formation des équipes, engagement commercial, engagement technologique, finalement, après, on est un peu comité sur le moyen terme. Est-ce faisable, tout simplement? Alors, je pense que c'est faisable au prix d'un inconfort avec lequel on est prêt à vivre. Dit autrement, si je m'abrite derrière l'ensemble
des réglementations et de la lecture qui est faite des réglementations, des contraintes, des consignes qui peuvent venir du légal, de l'environnement, de tous les prenant part. Je dis souvent à mes équipes, si vous voulez rien faire, il y a qu'à... la littérature est présente, il y a juste à appliquer les textes et vous aurez de bonnes raisons de rien faire. Donc il faut accepter d'être un peu dans des zones grises. Et je pense que en tout cas, c'est comme ça qu'on arrive à garder un semblant d'agilité, d'être capable des fois de prendre des décisions où les textes sont pas complètement clairs, où effectivement on fait un pari sur une techno ou sur un fournisseur. On se dit, bah oui, effectivement, il est 1000 fois moins gros que le leader. Mais si je fais pas ce pari et si je prends pas ce risque-là et donc j'ai cet inconfort et je suis pas prêt à l'assumer, effectivement, je reste que sur des positions ultra classiques. Mais là, du coup, c'est fini l'agilité. C'est terminé. Hein. Merci à tous les deux. Merci. Merci Patrice. Merci Sylvain. Merci Sébastien. Au plaisir.